Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h à la une de l'actualité ce lundi 4 juin 2018. Ngolo Fatoroma Coulibaly, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, vient de déclarer son patrimoine à la Cour des comptes. La déclaration de patrimoine des membres du gouvernement, des présidents d'institutions et des hauts fonctionnaires étant obligatoire, c'était vendredi dernier. Les filets socioproductifs mis en place par le gouvernement pour aider les populations les plus pauvres des zones rurales, c'est un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA. En quoi consiste ce projet et qu'en pensent les bénéficiaires? Vous le saurez dans une dizaine de minutes. Et puis, en fin d'édition, nous irons à Madagascar où le chef du gouvernement a annoncé sa démission ce lundi à la demande de la Haute Cour constitutionnelle. C'est la première étape vers la nomination d'un Premier ministre de consensus pour sortir de la crise politique dans laquelle est plongé le pays depuis un mois. Rendons-nous tout d'abord à l'Assemblée nationale. C'est en bref et en images. La situation sécuritaire liée au phénomène des enfants en conflit avec la loi. C'est le thème de la question orale avec débat présenté par la députée Wenyan Yasmina. Invité à cette tribune, Sidiki Diakité, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a rassuré les parlementaires. Selon lui, le phénomène est en baisse grâce aux actions menées par les forces de l'ordre. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochains journaux. La déclaration de patrimoine des membres du gouvernement, des présidents d'institutions et des hauts fonctionnaires se poursuit. Vendredi dernier, c'était au tour de Ngolo Fatoroma Coulibaly de déclarer ses biens et le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a sacrifié à son devoir à la Cour des comptes, ici même à Cocody. Le témoignage de Jean-Luc Bangbo. C'est une obligation constitutionnelle. Tous les acteurs publics ayant un positionnement administratif et politique de premier plan ou assurant des charges majeures en matière de gestion publique doivent faire connaître leur patrimoine au début et à la fin de leur fonction. C'est pour répondre à cette obligation que Ngolo Coulibaly, nommé récemment à la tête de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, s'est rendu dans les locaux de la Cour des comptes. Les Ivoiriens sont en train de se convaincre que la corruption, les concussions et les détournements ne peuvent pas être l'apanage d'un pays digne de ce nom. Ngolo Coulibaly a profité de l'occasion pour lancer un appel aux personnalités et agents publics à faire leur déclaration de patrimoine devant la haute autorité afin de participer à la moralisation de la vie publique. Je félicite tous ceux qui ont déjà fait leur déclaration. De la résistance, les gens sont passés à une certaine lenteur et aujourd'hui, ils sont plutôt très disposés, très engagés pour faire leur déclaration. Au 31 mai 2018, près de 63% des assujettis à la déclaration du patrimoine s'étaient soumis à cette obligation. Pour le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, cette déclaration est en réalité une mise à jour. Ngolo Coulibaly s'était déjà prêté à cet exercice lorsqu'il était médiateur de la République. La Côte d'Ivoire ne dispose pas de normes de contrôle des activités minières malgré sa production annuelle de 25 tonnes d'or brut. L'orpaillage clandestin continue de faire du tort au secteur de l'artisanat minier. Pour une meilleure maîtrise de la quantité et de la qualité d'or produit, le ministère de l'Industrie et des Mines a décidé d'harmoniser les procédures de contrôle des activités minières, d'où la tenue d'un séminaire de 2 jours pour arrêter un guide de procédure de contrôle. Le reportage de Justine Seydjik. La production aurifère en Côte d'Ivoire a augmenté de 2,2% suite à une période de croissance entre 2011 et 2017 où la production est passée de 12 tonnes à 25,4 tonnes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est classée 7e en Afrique avec une production annuelle de 25,7 tonnes d'or brut. Malgré ce boom, le pays peine à maîtriser son secteur minier, surtout celui de l'artisanat. Faute de normes de contrôle des activités minières, d'où la tenue de ce séminaire en vue d'harmoniser les procédures de contrôle. Le ministère, après avoir travaillé sur la réglementation pour favoriser la production, est en train de travailler pour mettre en place les instruments d'un contrôle plus efficace pour nous assurer que les quantités qui sont extraites de notre sous-sol sont effectivement les quantités qui sont déclarées par les opérateurs. Avec un double objectif, un, de nous assurer que les ressources qui sont payées à l'État
sont les bonnes ressources et aussi deuxièmement de nous assurer qu'il n'y a pas de déperdition dans l'activité minière que nous contrôlons. Le contrôle a deux aspects. Il y a un aspect pour réguler correctement l'activité, mais il y a un aspect aussi de sanction. Et donc, il faut harmoniser toutes les pratiques pour que quand chaque employé, chaque agent, chaque directeur va dans le cadre d'un contrôle de l'activité, ce soit les mêmes éléments qui soient contrôlés. Et ces éléments-là ont été discutés avec les opérateurs miniers, avec le groupement des miniers de Côte d'Ivoire. Une formation qui vient à point nommé selon les acteurs chargés du contrôle. Chacun, par son expérience, par ses idées, essayait de mener le contrôle comme il entendait. Maintenant que des procédures sont mises en place, c'est vraiment une bonne chose pour nous permettre d'être plus efficaces et plus réalistes au niveau du contrôle. Dans le domaine de l'artisanat minier, par exemple, qui prolifère un peu partout aujourd'hui, il est important que l'État mette en place des procédures pour pouvoir contrôler et connaître véritablement quelle est la quantité d'or qui est produite sur le terrain pour qu'on puisse faire de véritables bilans. La Côte d'Ivoire a la plus grande surface de réserves d'or en Afrique de l'Ouest. Sa production pourrait croître si elle dispose d'une cartographie géologique et arrive à encadrer le secteur de l'artisanat minier. Économie toujours. La 7e édition des Journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat s'est tenue récemment. Des journées pour promouvoir les PME ivoiriennes et mettre sur la table les problèmes qu'elles rencontrent. Cette dernière édition a mis un accent particulier sur l'accès des PME locales dans les commandes publiques. Le compte-rendu d'Alvorassa. Sous-traitance, co-traitance et commandes publiques, quels impacts sur le développement des petites et moyennes entreprises ivoiriennes et la création d'emplois? Thème de la 7e édition des Journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat. En choisissant ce thème, la FIPME, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, soulève une problématique. Les PME ivoiriennes, bien que représentant plus de 90% des entreprises formellement constituées, ne pèsent que 20% du PIB, là où elles représentent 60% dans les pays développés. Cette contre-performance de nos PME qui peinent à décoller, selon le docteur Joseph Boguifo, est due en grande partie à leur faible accès au marché tant public que privé. Le travail de base est énorme de part et d'autre. Il faut d'abord que les PME elles-mêmes qui se créent, comme on a dit, elles ont un déficit managérial. Il faut d'abord qu'on arrive à gérer ce problème-là. Qu'elles maîtrisent mieux l'environnement des affaires, qu'elles apprennent à se diriger dans le monde des affaires. Et d'un autre côté, il faut aussi que, aussi bien l'État que les banques, qu'on apprenne à connaître les PME, connaître les réalités qui s'attachent aux PME, de manière à ce qu'ensemble, on arrive à trouver des solutions. Selon une étude menée par la FIPME, les PME ivoiriennes sont très jeunes. Plus de 64% d'entre elles ont une durée d'existence de moins de 10 ans, ce qui démontre un manque d'expertise, de professionnalisme et d'expérience, chose qui ne facilite pas l'accès au financement des structures bancaires. Le ministre du Commerce et de la Promotion des PME indique que le gouvernement, conscient des difficultés des PME ivoiriennes, n'entend pas rester les bras croisés. Je voudrais indiquer que par le décret numéro 2015-525 du 15 juillet 2015 portant code des marchés, l'État s'est engagé à octroyer aux PME ivoiriennes jusqu'à 20% de part des marchés publics. Sur cet engagement, il convient d'indiquer que la part des marchés attribués aux PME est passée de 10,3% à fin mars 2017 à 30,1% à fin mars 2018, soit une hausse de 20 points. Ces mots du ministre ne pouvaient que rassurer les nombreux acteurs du secteur des PME qui saluent la tenue des journées promotionnelles des petites et moyennes entreprises. Plusieurs panels et ateliers ont meublé ces 3 jours d'activité.
Le dernier invité de la matinale de la modernisation était le directeur général des douanes ivoiriennes. Lors de la 3e édition de ce rendez-vous initié par le ministère de la Réforme administrative, Pierre-Alphonse Da a présenté les applications développées par les services douaniers, des applications pour simplifier les procédures et accroître les performances pour le bonheur des usagers. Lansine Bakayoko y était pour RTI. La numérisation des services offerts par la douane, axe important de modernisation, est un levier efficace de simplification des démarches des opérateurs et un soutien à la compétitivité des entreprises. Les initiatives prises dans ce domaine visent à satisfaire les attentes des usagers clients, à offrir un service de qualité et à améliorer la gestion publique. Il s'agit de réduire considérablement l'usage du papier ainsi que l'intervention humaine. Des dispositions ou des mesures telles que la signature électronique, la suppression du dépôt physique de déclaration, le paiement électronique des droits et taxes, qui sont des projets qui sont en cours sur lesquels un travail de fond doit être fait. Ces efforts de modernisation de l'administration douanière ont permis d'obtenir de nombreux résultats, notamment au niveau décisionnel, où un applicatif mis en place permet aujourd'hui de suivre au quotidien les performances des services en relation avec les objectifs de recettes. Nous nous sommes dit, mais écoutez, si le ministre veut suivre et qu'il n'est pas à son bureau, de quelles possibilités peut-il disposer? On va mettre le décisionnel sur ce qu'on appelle le décimobile. Au titre de la simplification des procédures et de lutte contre la fraude, il a également été créé le guichet unique du commerce extérieur, une plateforme informatique qui centralise l'ensemble des opérations. On ne saurait être efficace en restant cloisonné. Ce n'est plus possible au XXIe siècle. Alors, nous avons pensé qu'il était indispensable de nous interconnecter avec les administrations, les structures avec lesquelles nous travaillons le plus. Grâce à toutes ces réformes, les recettes douanières sont passées de 973 milliards en 2012 à 1723 milliards de francs CFA en 2017. Venons-en à présent aux projets philo-sociaux productifs mis en place par le gouvernement pour aider les populations les plus pauvres des zones rurales. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA, le projet consiste à payer une allocation trimestrielle de 36 000 francs CFA par transfert électronique à 35 000 ménages bénéficiaires en vue de les aider à subvenir à certains de leurs besoins primaires. Il a été lancé depuis mars 2017 et est mis en œuvre dans les zones centre, nord et ouest de la Côte d'Ivoire. Un peu plus d'une année après sa mise en œuvre, le projet filets sociaux productifs semble être bénéfique pour l'ensemble des communautés bénéficiaires. Qu'en est-il réellement? Notre reporter F. Boué est allé poser la question à quelques bénéficiaires de la région du Tonkpi. Cette année, vraiment, ça a trop chauffé sur moi-même. Ma femme a été malade. À cause de moi-même, j'ai eu à perdre un enfant, tout ça là. On a beaucoup de problèmes. Pour mettre les enfants à l'école, c'est dans la saison pluie, il n'y a pas l'argent. Bon, souvent, on se débrouille, on coupe graines pour vendre les grains avant d'avoir 500 mètres ensemble, juste à ce que... Mais ça ne suffit même pas même. Après, ça va pour se nourrir encore. Bon, c'est la même chose. Nous vivons difficilement. Avec le métier que j'ai au village, vraiment, ça ne rapporte pas. Et puis avec la scolarisation, c'est très difficile pour nous. On essaie de vraiment tirer de gauche à droite. L'accès à la sécurité alimentaire, à la scolarisation des enfants et aux soins de santé constitue un combat perpétuel pour Jean-Paul, Germain et Parfait, tous chefs de ménage respectivement de 14, 20 et 9 personnes. Ils vivent à Douélé, une localité située à 21 km de Mans dans la région du Tonkpi. De par leur situation de précarité, ces ménages sont retenus pour bénéficier du projet Filets socioproductifs. Financé par la Banque mondiale avec 25 milliards de francs CFA, ce projet cible les familles vulnérables ayant en leur sein un ou plusieurs enfants de moins de 15 ans et une ou des femmes enceintes. Pendant 3 ans, 35 000 ménages issus des zones centre, nord et ouest recevront une allocation trimestrielle de 36 000 francs CFA via transfert électronique. L'objectif est d'améliorer les revenus de ces personnes. Avec cette somme-là, il y a d'abord la santé qui est là. De deux,
on doit essayer de voir le cas de nos enfants qui vont aller à l'école. Le jour qu'on m'a annoncé que je figure sur la liste des bénéficiaires, vraiment, c'était une grande joie pour moi. Une très grande joie pour moi parce que je sais que ça va nous soulager un peu. Sincèrement, je dis merci au gouvernement. Ce programme a été lancé en mars 2017 pour la phase pilote avec 5000 bénéficiaires et en décembre 2017 pour la phase de mise à l'échelle avec les 30 000 ménages restants. Plus d'un an après sa mise en œuvre, le projet filet socioproductif a déjà impacté positivement la vie de nombreuses communautés bénéficiaires, comme ceux de Bouleux et de Koyatro-Gbepleu, deux villages de la commune de Danandé. Ce projet, vraiment, c'est un bon projet. Quand je reçois les 36 000 francs, j'ai actuellement 5 enfants. Enfin, 4 enfants sont à l'école, plus l'enfant de ma nièce qui est à l'école aussi. J'ai réussi à payer leur scolarité cette année. Et je reçois aussi à payer les habits des enfants à la maison, la nourriture à la maison aussi. Cette somme m'accompagne et ça fait que vraiment je nourris bien ma famille, je gère bien ma famille. Quand le projet est arrivé, vraiment actuellement il y a un grand changement. Les enfants sont heureux, les femmes sont heureuses parce qu'avec le petit fonds qu'on reçoit, on te donne des idées. Ah, ils peuvent manger poisson, me donne l'argent des pommades, me donne aussi, je suis très content. Les montants alloués, en plus de subvenir aux besoins élémentaires, sont aussi utilisés par certains bénéficiaires pour assurer l'autonomie du ménage. J'ai pris pour faire une petite tablette pour mon épouse, elle se débrouille dedans aussi actuellement. Elle vend poisson sec, les oignons. En outre, des initiatives spontanées communes pour faire profiter toute la communauté naissent. À Koyatro-Gbepleu, village de la phase pilote, les 40 bénéficiaires ont créé une association. Ils cotisent 1 000 francs par allocataire par trimestre et investissent dans des projets agricoles communs. Grâce à cela, le directeur de l'école du village pourra résider sur place. Cette année, nous avons eu à s'organiser pour la construction et le logement d'un directeur d'école, de notre école. À Bouleux, les 73 bénéficiaires ont emboîté le pas à ceux de Koyatro-Gbepleu. À partir des cotisations de leur association, ils réalisent de la polyculture sur une superficie de plus de 2 hectares et prévoient désengorger l'école. Aujourd'hui, nous avons une école de 3 classes. Nous avons beaucoup d'enfants. Jumeler toujours les classes, ça ne nous arrange pas. Si demain le projet continue et que nous restons toujours ensemble, nous pouvons aider aussi le village à construire au moins de l'école. Toutes ces initiatives qui participent au renforcement de la cohésion sociale sont saluées et encouragées. Dans le long terme, pour pérenniser les acquis, des mesures d'accompagnement sont prévues. Et dans cette phase des mesures d'accompagnement, nous allons assister et les bénéficiaires du projet, les bénéficiaires directs et les bénéficiaires indirects. Les bénéficiaires indirects, je veux dire que les villages qui sont déjà choisis, il y a dans ces villages-là des personnes qui n'ont pas été choisies directement pour recevoir de l'argent. Mais quand nous allons commencer les mesures d'accompagnement, tous ceux-là vont bénéficier bien entendu des mesures d'accompagnement de ce projet-là. Le projet filet socioproductif s'inscrit dans la stratégie nationale de protection sociale du pays. Il couvre la période 2017-2020. Dans la région du Tonkpi, ce sont au total 122 villages touchés avec 9 729 ménages bénéficiaires. C'était un dossier signé Ève Boué, notre correspondante dans la région des montagnes. Voilà qui nous conduit au chapitre santé de cette édition. Au cours de l'Assemblée mondiale de la santé qui vient de refermer ses portes, la directrice régionale Afrique de l'OMS a échangé avec les ministres africains de la santé. Il s'agissait pour elle de faire le point des activités menées par l'organisation qu'elle dirige, des actions portées essentiellement sur la redynamisation du bureau régional et de la lutte contre les épidémies. On en sait plus avec Mamadou Kwasi. Il s'agissait pour la directrice régionale de l'OMS Afrique de faire le bilan des 2 années d'activité au ministre en charge de la Santé. Le docteur Moeti Rebecca a présenté le tableau des 2 années d'activité, des actions portées essentiellement sur la redynamisation du bureau Afrique de l'OMS. Face à son auditoire, la directrice régionale de l'OMS Afrique a fait cas également des actions engagées dans la lutte contre les pandémies et surtout les épidémies qui ont frappé le continent africain ces 2 dernières années. Nous avons pu vraiment arriver à, s'il y a une alerte d'une épidémie qui commence quelque part, à être sur le terrain
très rapidement parce qu'il y a un fonds qui a été doté à l'OMS pour de premières réponses. Pour l'avenir du système sanitaire africain, le docteur Moeti met un accent particulier sur la coopération décentralisée avec le renforcement de la collaboration entre les structures étatiques et les partenaires au développement ainsi que les ONG. Il faut savoir qui va faire quoi, il faut définir des priorités du pays, il faut faire un plan et demander à tout le monde d'amener leurs appuis dans le cadre de ce plan. La première responsable de l'OMS du continent africain félicite le gouvernement ivoirien pour ces initiatives qui constituent pour elle un cas d'école en Afrique, en vue de rapprocher davantage la population des centres de santé. La Côte d'Ivoire a décidé d'améliorer les performances des districts sanitaires parce que c'est sur la base de ça que nous allons arriver à élargir la couverture de services de la santé pour toute la population. Les ministres africains de la santé ont salué les efforts consentis par l'OMS pour améliorer davantage son appui aux pays africains. Ils s'engagent tous à accompagner l'équipe du Dr Moeti Rebecca dans l'atteinte de ses objectifs, tout en assurant la santé pour tous sur le continent africain. Parlons environnement à présent. Voilà 7 ans aujourd'hui que la Côte d'Ivoire s'est engagée dans le mécanisme international REDD+. Ce mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre dû à la déforestation et à la dégradation des forêts. Le comité de pilotage mis sur pied pour assurer la coordination et l'orientation stratégique de l'exécution des activités vient de se réunir à Yamoussoukro en vue de l'évaluation finale du projet. Les conclusions de la rencontre ont été remises à Anne Désiré Ouloto, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, en présence de notre reporter Kader Sogodogo. Chaque année, la Côte d'Ivoire perd 400 000 hectares de forêt. Dans l'optique d'inverser cette tendance de déforestation et de dégradation des forêts et de s'inscrire dans cet élan mondial de lutte contre les changements climatiques, le pays s'est engagé en 2011 dans le mécanisme REDD+, un processus à 3 niveaux: l'évaluation, les investissements et l'entrée dans le programme de collaboration des Nations Unies pour la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement, ONU-REDD. Le comité REDD+ Côte d'Ivoire tient donc sa dernière réunion préparative de l'évaluation en vue d'accéder au second palier. Si la Côte d'Ivoire gère bien ses forêts, évite que les forêts émettent du carbone, conserve les forêts qui sont protégées, évite que la déforestation arrive, par exemple par l'agriculture, évite que les forêts se dégradent par exemple par l'effet de brousse, la Côte d'Ivoire doit être payée pour ça. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a réceptionné les recommandations de cette première partie qui doit aboutir à l'évaluation. Je voudrais profiter de cette plateforme pour réitérer, au nom du gouvernement, les remerciements de la Côte d'Ivoire aux agences des Nations Unies et leur témoigner la disponibilité de mon pays à travailler de façon concertée avec ses partenaires en vue d'atteindre des objectifs plus significatifs pour une Côte d'Ivoire émergente. D'ici 2030, la Côte d'Ivoire ambitionne de restaurer 20% de son couvert forestier qui est passé de 7,8 millions d'hectares en 1986 à environ 3,4 millions d'hectares en 2015. Dans le cadre de la réalisation du programme ONU-REDD, le pays peut compter sur des partenaires au développement comme la FAO, le PNUD et ONU Environnement qui se tiennent à ses côtés. Allons-y maintenant plus au nord, à Séguéla, où les principaux signes distinctifs des pesticides légaux ont été présentés aux 27 membres des comités départementaux de lutte contre les pesticides illégaux du département. C'était au cours d'un atelier de renforcement des capacités en vue d'un usage efficient des pesticides afin de prévenir d'éventuelles intoxications. Suivons la correspondance de Ngana Konaté. En avril dernier, une intoxication alimentaire survenue à Douala, dans le département de Séguéla, avait causé la mort de 7 personnes. Et pour éviter qu'un tel drame ne survienne encore dans la région du Ouorodougou, un atelier de formation et d'information était organisé par le ministère de l'Agriculture et l'Association des entreprises phytosanitaires de Côte d'Ivoire. À l'aide d'un vidéoprojecteur, le sous-directeur de la protection des cultures au ministère de l'Agriculture a rappelé aux participants les causes et les conséquences liées à la mauvaise utilisation des pesticides. Les gens ont tendance à utiliser les emballages des produits phytosanitaires pour boire de l'eau, pour conserver du sel, pour mettre de l'huile dedans. Or,
un emballage de produits phytosanitaires, vous avez beau l'utiliser, il y a toujours des restes de produits qui peuvent, quand vous mettez de l'eau, infuser progressivement dans l'eau. Gaston Kouassi, assistant technique au ministère de l'Agriculture, a entretenu les participants sur la reconnaissance des pesticides autorisés en Côte d'Ivoire. Pour ce que les paysans, par exemple, doivent utiliser dans la plantation, il y a une bande en bas, elle doit être jaune. Si elle est verte, si elle est noire, si elle est blanche, ils ne doivent pas utiliser. La bande en bas, là, on appelle la bande toxicologique, elle doit être jaune. Les participants sensibilisés sur la manipulation et l'utilisation adéquate des produits phytosanitaires ont promis changer de comportement. Nous venons de nous rendre compte que ces produits, loin d'être des moyens de production de quantité, contribuent à la destruction de l'espèce humaine elle-même. Donc, au sortir de cet atelier, je pense qu'il y a quand même matière à réflexion pour ceux qui utilisent ces produits. Cet atelier nous a permis de savoir plus sur les produits phytosanitaires. Nous allons faire passer le message pas à pas à ceux qui ne comprennent pas, à ceux qui ne sont pas allés à l'école et à tout le monde. À l'issue de l'atelier, les participants ont pu actualiser leurs connaissances sur l'utilisation adéquate des produits phytosanitaires en vue d'un meilleur emploi des pesticides et de prévenir les intoxications futures. Dans le Gontougo, samedi, l'on a célébré les meilleurs élèves, encadreurs et autres acteurs des PME de la région. Il s'agissait du prix de l'excellence Amadougon Koulibaly et c'était la première édition qui a vu 20 personnes récompensées pour la qualité de leur travail. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre de la Communication, Bruno Nabagné-Koné. Sidonie Davila, de retour du Gontougo. En majorité des jeunes filles et des femmes, la journée de l'excellence a primé 61 personnes dans le Gontougo, acteurs de développement dans le secteur des PME et élèves associés. Je compte étudier encore plus pour avoir encore des prix. Et je dis à mes camarades aussi de se mettre au travail. Je suis heureux parce que c'est la récompense de mon travail. Je suis heureuse, contente et je crois que je vais continuer comme ça. Avec une moyenne de 15,81, c'est un élève de la terminale C qui a arraché le super prix parmi les super, le prix Amadougon Koulibaly. À travers ces différents prix, c'est l'excellence qui est célébrée dans le Gontougo. Cette cérémonie, en l'initiant, nous avions voulu marcher dans les pas du président de la République. Et notre contribution en initiant cette journée, c'est de faire en sorte qu'ils comprennent que la récompense revient à ceux qui sont les meilleurs. Une importante délégation du gouvernement a rehaussé de sa présence la cérémonie du prix d'excellence Amadougon Koulibaly, première édition. Le ministre de la Communication, Bruno Nabagné-Koné, y représentait le Premier ministre. Vous n'auriez pas pu choisir meilleure personne pour incarner et porter une telle cérémonie d'excellence, car il a toujours su incarner la vision du président de la République de faire la promotion de l'excellence un axe majeur de son programme de gouvernement. Oui, nous avons besoin de gens bien formés qui accompagnent le développement de notre pays. Et je suis heureux qu'ici, dans le département de Gontougo, cette même ambition soit poursuivie. La veille de la journée de l'excellence Amadougon Koulibaly, les gloires de la plume originaires de la région du Gontougo ont également été récompensées. Anzata Ouattara, Marc Attingan d'Abidjan.net, Didier Yebois et Anissé Kouadio, animateurs, pour ne citer que ceux-là, ont été distingués pour la qualité de leur travail. Ils ont tous reçu les félicitations du ministre de la Communication Bruno Nabagné-Koné qui présidait cette cérémonie de la nuit des Oscars. Et vous allez le voir en image, jeudi dernier, la Côte d'Ivoire a dit officiellement au revoir aux nonces apostoliques qui quittent définitivement le pays après 5 années d'exercice. Lors du dîner à lui offert par le gouvernement, Monseigneur Joseph Aspiteri a été élevé au rang de commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. C'était au ministère des Affaires étrangères dans la commune du Plateau. Le reportage d'Ahmed Traoré et Herman Guivet dans nos prochains journaux. Le chef de gouvernement malgache Olivier
Mahafali Sallo Nandrasana a annoncé lundi sa démission, première étape vers la nomination à la demande de la Haute Cour constitutionnelle d'un Premier ministre de consensus pour sortir de la crise politique. Le pays fait face depuis un mois à une crise politique et désormais la mise en place d'un gouvernement d'union nationale est attendue. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Je serai encore chez vous à 13h.